Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour en fait le début de notre thème 4 qui s'intitule S'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication. Donc c'est le thème qui a remporté votre plébiscite. Il me semble très intéressant puisque on change un petit peu, on est moins dans la géopolitique à proprement parler, on va plus être sur une réflexion historique mais actuelle aussi, avec bien évidemment de la géopolitique, on s'entend. Mais c'est très intéressant pour ceux d'entre vous qui se destinent par exemple plus à une carrière journalistique ou une carrière dans les médias, puisque ça vous permet d'avoir une réflexion sur déjà tout simplement le système dans lequel vous allez vous trouver, et d'avoir une réflexion sur l'information dans le passé, mais également actuellement, et quelles sont les principales caractéristiques, mais aussi les principaux enjeux, d'accord, de ces modes de communication et ces sources de communication. Voilà. Donc on va commencer bien évidemment, d'accord, notre thème par le chapitre d'introduction qui s'intitule Comment s'informe-t-on aujourd'hui? Et vous verrez qu'en fait, cette question, c'est la problématique qu'on va aborder lors de ce premier chapitre. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que ce premier chapitre, il va donner un peu une vue d'ensemble de la situation aujourd'hui. Mais bien évidemment, nous rentrerons plus en détail lorsque nous traiterons des différents axes et des différents jalons dans ces axes-là. Donc, j'ai quand même été assez exhaustive. Pas totalement, d'accord? C'est vraiment pas une histoire exhaustive des médias que je fais ici, puisqu'on la verra plus tard. Mais j'ai essayé d'être quand même un minimum complet et que vous ayez un peu de contenu dès le départ pour déjà voir la direction dans laquelle on va se diriger. Voilà. Donc, je voulais commencer ce chapitre par cette image qui est, selon moi, assez percutante, puisque vous voyez de dos Mark Zuckerberg. Donc Mark Zuckerberg, c'est l'inventeur, le PDG, le directeur de Facebook, donc un réseau social, devant le Sénat américain en avril 2018, puisqu'il a été convoqué pour expliquer et se justifier à propos d'un scandale qui avait un lien avec Facebook, le scandale du Cambridge Analytica. Donc si vous vous souvenez un petit peu de ce scandale, qui n'est pas si ancien, d'accord ? Il s'agissait du fait que Facebook avait recruté des données sur les utilisateurs pour faire ce qu'on appelle une bulle autour des utilisateurs, une bulle d'idées, ce qui faisait qu'en fait ça influençait politiquement les internautes en fonction de base de leur avis politique, entre guillemets, et il y avait un scandale comme quoi ça avait servi à avantager un camp plutôt qu'un autre lors de l'élection américaine entre Hillary Clinton et Donald Trump. Donc Mark Zuckerberg, il a dû se justifier à propos de cette récolte de données et de l'impact que ça a pu avoir auprès du Sénat américain. Alors, pourquoi est-ce que cette image elle est hyper intéressante? Déjà, je trouve elle est très percutante, puisque on voit donc Mark Zuckerberg de dos, assis à son bureau du Sénat, avant de justement justifier, avant de rendre compte un petit peu de toute cette problématique. Et voyez devant lui une marée, d'accord, de photographes. Alors bien évidemment, ce sont des photographes pour des médias informatifs, donc que ce soit médias internet, télévisuels, puisqu'il y a aussi des caméras, ou papier, d'accord. Donc on voit cette nuit de journaliste qui va prendre en photo Mark Zuckerberg pour faire la une des informations, alors que lui-même, Mark Zuckerberg, est attaqué pour une affaire où son média, donc média, on reverra la définition, mais c'est un moyen, le média, donc son média, le réseau social Facebook, a servi à diffuser certaines informations plutôt que d'autres. Donc on est un petit peu sur l'information enfin, si vous voulez, les médias qui vont prendre en photo un média, si vous voulez, si on pousse et si on va loin dans la métaphore et dans la vision, en fait. Donc elle me semblait intéressante à ce niveau-là, cette photo, mais également pour signifier qu'en fait, chaque moment, chaque événement va être un événement possiblement traité par les médias.
Donc là, on le voit d'une manière vraiment hyper médiatisée, puisque vous voyez le nombre de photographes, etc. qu'il y a. Mais tout moment peut être pris en preuve, peut être investigué, etc. Donc on reviendra là-dessus, pardon. Ok. Donc, notre petite introduction. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez général que vous savez déjà. Aujourd'hui, les médias et la communication, elles sont au centre de la société et servent à de multiples objectifs. Elles servent à informer, à dénoncer, mais aussi à divertir, à apprendre, d'accord ? Par exemple, vous avez beaucoup de médias comme le média télévisuel qui ont servi pendant la crise du coronavirus à dispenser une forme de cours, d'accord, aux élèves qui étaient du coup chez eux. Donc voilà, on peut aussi apprendre via ces médias de communication. Donc c'est vraiment au centre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté des médias tous les jours, en fait. Que vous regardiez la télé, que vous écoutiez la radio, peu importe. La liberté des médias est une des garanties des démocraties, d'accord ? On l'avait vu quand on avait fait ce chapitre, ce thème sur la démocratie, que vraiment la liberté et la pluralité des médias, c'était vraiment un enjeu. Et ça constitue donc un des points principaux des grandes déclarations, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc la liberté de la presse, la liberté des médias, la liberté d'information, c'est des choses qui sont très importantes et qui sont au cœur de nos sociétés, en tout cas de nos sociétés démocratiques, d'accord ? On va voir aussi que c'est un rempart contre une forme d'autoritarisme. Aujourd'hui, souvent, ces médias ils sont critiqués, ils sont remis en cause, mais ils sont néanmoins essentiels au bon fonctionnement de nos sociétés. On va donc se poser la question, sans surprise, comment s'informe-t-on aujourd'hui ? Et donc, je vous ai mis une petite définition de média, parce qu'il faut revenir là-dessus. Le média, c'est le moyen de diffusion ou de communication de documents, de messages et d'informations. Je vais vous donner un exemple. Un journal, ça peut être un moyen, c'est un média, parce que c'est le moyen de diffusion de l'information. Mais si on regarde par extension, moi, Madame Lacaze, je suis un média, mais je suis un média puisque je suis un moyen de diffusion de messages, et ce message, c'est l'apprentissage de l'histoire, de la géopolitique, etc. Donc, nous, on va bien entendu s'attarder sur le média informatif, donc ou d'enquête, si vous voulez. Dans le but, justement, d'informer la population, de dénoncer, etc. Je vous ai mis du coup une petite caricature qui me semblait assez rigolote. Donc vous avez un vendeur de journaux dans la rue qui crie « Exclusif, il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse », tout en le vendant dans un journal. Donc voilà, je le trouvais assez marrante, mais ça vous montre bien que aujourd'hui, en fait, les médias, c'est aussi quand même un rempart à l'autoritarisme. Donc c'est intéressant. Ok. Donc, on va commencer par notre grand 1, des médias et des supports plus nombreux aujourd'hui. D'accord ? On va voir un petit peu comment tout ça évolue au cours du temps, puisque oui, on n'a pas toujours été avec autant de moyens pour s'informer. Alors la question que je vous pose, vous allez réfléchir, je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir, mais quel moyen avez-vous pour vous informer aujourd'hui ? Donc voilà. Posez-vous la question. Faites peut-être une liste rapide dans votre tête, sur votre téléphone ou sur un papier, pour dresser, selon vous, les moyens qui nous permettent de nous tenir informés de l'actualité jour après jour. C'est bon, vous avez fait cette petite liste rapide dans votre tête, etc. Bon, sans surprise, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on connaît. On a des formes d'information multiples. Alors déjà, on a différents médias. Et dans ces médias, on a différentes formes pour nous amener l'information. Alors je m'explique. Déjà, nos différents médias, ce sont les 5 points que vous voyez sur ce document. Donc on a la télévision, on a la radio, on a la presse, on a les sites web des médias et on a aussi les blogs et les réseaux sociaux. D'accord. Et dans chacun de ces médias, on va avoir des formats qui vont nous permettre de nous informer. Par exemple, pour la télévision,
vous allez trouver de l'information soit sur les chaînes d'information en continu, soit lors des journaux ou émissions d'information. Encore une fois, je répète, on parle d'actualité. D'accord, on parle d'actualité, etc. C'est pas en regardant Les Anges à Los Angeles que vous allez avoir des informations fiables sur l'actualité, pertinente, sourcée, etc. Donc voilà, le média c'est la télévision et le support, le format, c'est les journaux et émissions d'information ou les chaînes d'information. Pour la radio, pareil, on a les journaux, les émissions d'information ou les chaînes d'information continue. Pour la presse, alors la presse, on a différents médias. On va avoir soit les agences de presse mondiales qui vont, elles, valider, entre guillemets, des informations que les journaux pourront ensuite, par exemple, diffuser. Vous allez avoir les journaux nationaux. Vous allez avoir la presse quotidienne régionale ou presse hebdomadaire. Alors c'est intéressant parce que les journaux nationaux, ils vont plutôt distiller une actualité qui est générale au niveau national, voire mondial, alors que les presses hebdomadaires ou quotidiennes régionales, ça va être plutôt des informations soit très précises, soit très localisées. Ensuite, vous avez la presse magazine et la presse professionnelle. Alors ça, pareil, c'est souvent en fait sur des sujets particuliers. Ça va pas être un traitement, on va dire, généralisé de l'information. On va être sur quelque chose de beaucoup plus précis dans un domaine identifié. Ensuite, vous avez les sites web des médias. Alors, on en reparlera, mais bien évidemment, ça peut être les sites web de la télévision, comme le site de BFM, par exemple, ou les sites de radio comme RTL, ou encore les sites de presse comme Le Monde, sur lesquels vous pouvez consulter via le média Internet, d'accord, l'information et l'actualité. Et enfin, vous avez de nouveaux, le plus récent, entre guillemets, médias d'information, qui sont les blogs et les réseaux sociaux. Alors, on pense notamment aux réseaux sociaux, puisqu'on peut avoir notamment des journalistes très sérieux qui ont des comptes Twitter et qui vont diffuser de l'information via leur compte Twitter. Donc, vous avez ces différents médias. Donc, on a quand même globalement, d'accord, une diversité des médias aujourd'hui. Tous ces médias, ils sont alimentés par des groupes de sources, on reviendra plus tard, parce que c'est aussi une des limites aujourd'hui de la presse française. Donc ça, c'est maintenant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Puisque, comme vous voyez sur cette frise, on passe de la fin du 19e siècle à une société où, en fait, l'unique média d'information fiable, entre guillemets, c'est la presse, en tout cas pour un média de masse. D'accord, donc de masse, c'est qui touche la plupart de la population et qui est diffusé à très grande échelle. Avec l'affiche aussi dans une moindre mesure, puisque les affiches sont beaucoup plus partisanes, en tout cas à cette époque. Et aujourd'hui, vous voyez, 2020, on est dans une société hyper médiatisée, où on a énormément de moyens de s'informer, de moyens différents via de différents supports. Donc vous voyez, on a les quatre couleurs entre guillemets qui se superposent. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, quand il y a un nouveau média qui a été inventé, c'est ce qu'on va voir ensuite, par exemple la radio quand elle a été inventée, on n'a pas cessé de lire de la presse, on verra, mais on va avoir combiné les deux. Et aujourd'hui, vous verrez qu'en fait, on peut combiner facilement plusieurs moyens plusieurs médias pour s'informer. Voilà. Alors, bien évidemment, le premier média d'information qu'on a eu en Europe, c'est le livre imprimé. D'accord ? Donc, le livre imprimé, il a commencé vraiment à se démocratiser à partir du XVIe siècle, même si ça restait très cher. Alors, vous le savez, le premier livre d'Europe, vous l'avez en image en bas à gauche. Donc, c'est la Bible de Gutenberg, d'accord ? Donc, Gutenberg, l'inventeur, je mets des guillemets à l'inventeur de l'imprimerie, qui a donc fait les premiers livres imprimés, puisqu'avant on les recopiait. Et cette Bible de Gutenberg, qui est officiellement le premier livre en Europe, a été achevée en février 1455. Donc il faudra un peu de temps pour que l'imprimerie, elle se démocratise et de plus en plus de gens aient accès aux livres. Mais il faut savoir que déjà, les livres à l'époque permettaient à beaucoup de gens, notamment lorsqu'ils étaient écrits en langue vulgaire. Donc langue vulgaire, c'est le français, l'espagnol, etc. Donc les autres langues que le latin. Ça permettait en fait à la population qui savait lire de s'informer sur de nombreux sujets scientifiques, religieux, philosophiques, etc.
Il faut savoir, d'accord, que c'est pas le premier livre imprimé au monde, contrairement à ce que vous pouvez penser. L'imprimerie, ça existait dès le 9e siècle en Chine. Donc là, on est vraiment centré sur un peu ce qui se passe en France, d'accord, puisque les différents médias, ils n'ont pas été inventés au même moment partout. En tout cas, ils n'ont pas été utilisés au même moment partout. Par exemple, pour la télévision ou la radio, vous savez très bien que les premiers à ce niveau-là ont été les Américains. Ensuite, on a eu le premier journal dit hebdomadaire. Alors, on avait déjà des formes de journaux qui étaient un petit peu, ponctuelles. Et on va avoir un premier journal, du coup, hebdomadaire qui va s'intituler La Gazette et qui a été, lancé par Théophraste Renaudot en 1635. Donc, vous voyez à droite, au final, cette gazette, elle ressemble à un livre, un peu dans sa composition. Mais, vous voyez, on mettait des dates. Donc, vous voyez, de Constantinople, le 2 janvier 1632, de Rome, le 23 février 1632, etc. Donc, ça vous permettait d'avoir un peu des nouvelles de ce qui se passait sur l'année à un moment donné. Voilà. Même si on a déjà des moyens d'information en Europe, il faut attendre vraiment la fin du 19e siècle pour que la presse, elle devienne une véritable source d'information pour une grande partie de la population, donc pour qu'elle devienne un média de masse. Auparavant, d'accord, les journaux, ça restait un média ponctuel et exceptionnel. Ça a pu être le cas à partir d'un moment. Donc, entre 1880 et 1940, donc pendant à peu près un demi-siècle, la presse écrite, ça a été le support privilégié du débat d'idées politiques. Donc, ça va être aussi un peu partisan, mais ça va quand même être un vecteur d'idées qui va forger peu à peu l'opinion publique. Donc, même si c'est pas uniquement informatif et neutre, ça permet quand même de répandre certaines idées et de tenir au courant sur l'actualité politique du pays. Vous le savez, à une époque où on est en fait sous la Troisième République, donc où on a des élections, où on a des scandales, etc. Vers 1914, si on prend un chiffre, le tirage total des journaux, il frise les 10 millions d'exemplaires pour 41 millions de Français. Donc là, on peut dire que véritablement, d'accord, la presse, elle s'est démocratisée. Les journaux, ils sont devenus très professionnels de plus en plus. Ils vont quadriller le territoire national. Donc on va avoir des journaux nationaux qui vont vraiment être tirés partout sur le territoire national, mais également de la presse qui est plutôt de la presse régionale. Et en fait, ils vont être très variés. Donc vous allez avoir une variété d'idées politiques qui sont défendues dans les journaux, une variété d'informations, etc. Ce qui fait que à ce moment-là, les journaux ont un grand succès. D'accord ? D'autant plus pendant les guerres, puisque ça va permettre quand même globalement de se tenir au courant de ce qui se passe au front pour des familles qui ont sûrement des proches partis sur le front en France. Voilà. Là, bien évidemment, les plus tirés, ce sont les grands quotidiens populaires qui sont le plus tirés au niveau du territoire, comme le Petit Parisien, le Petit Journal, le Matin. Ensuite, vous avez des tirages un peu moindres pour tout ce qui est presse d'opinion, donc un peu plus spécialisé, un peu plus politisé aussi, comme l'Action française, l'Humanité, le Figaro, voilà, qui ont chacun vraiment un ancrage politique très très affirmé. Donc, par exemple, pour l'Humanité, ça va être plutôt gauche, Figaro droite, etc. Et vous avez encore en plus petit tirage la presse de province, donc comme la Petite Gironde, la Dépêche. Vous voyez, là, on va plus se centrer sur l'actualité locale. Donc, même si c'est politisé, ça va être par rapport à une politique locale et ainsi de suite. Ce système, il n'est pas cloisonné, ça veut dire qu'il n'y a pas les grands journaux, les petits journaux, puisqu'il y a beaucoup de grands journaux parisiens nationaux qui vont aussi avoir des éditions régionales. Donc par exemple, le Petit Parisien, il va avoir d'autres journaux régionaux qui vont être émis ailleurs sur le territoire, La Croix, etc. Donc globalement, on voit un succès et un grand tirage de la presse. La presse, elle va vivre une période de recomposition dans l'entre-deux-guerres. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément de propagande lors de la Première Guerre mondiale, et ça a énormément choqué, mine de rien, l'opinion publique, et va avoir comme une rupture de confiance dans le contrat qu'il y a entre les lecteurs et les journaux, puisqu'on attendait quand même une forme, en tout cas
si c'est pas une forme neutre de l'information, en tout cas pas de mensonge si vous voulez. Et donc là, avec la propagande, on a eu vraiment une sensation de mensonge. Donc les grands quotidiens, ils vont connaître ce qu'on appelle une érosion de leur lectorat. Donc on va avoir de moins en moins de lecteurs des grands quotidiens nationaux qui ont été plus ou moins réquisitionnés par l'État à cette époque. Et il va émerger une presse hebdomadaire qui va être très politisée. Donc là, qui va vraiment affirmer ses idées politiques. Et souvent, ces idées politiques qui sont à l'opposé, si vous me permettez, de celles du gouvernement. Donc qui permettent de montrer, entre guillemets, via leur engagement politique, qu'ils ne vont pas raconter les mensonges de l'État, si vous me permettez un peu la simplification. Et en même temps, d'accord, il va y avoir une grande concurrence qui va se jouer dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on va avoir l'émergence d'un nouveau média, qui semble en tout cas plus neutre au départ, mais vous verrez que ça ne va pas du tout être le cas ensuite, c'est la radio. Alors, l'offre médiatique, elle va donc se diversifier avec la radio, ce qui est une bonne chose parce que je vous rappelle qu'en 1920, d'accord, puisque c'est à peu près l'apparition de la radio, il y a encore pas mal de personnes qui malheureusement ne savent pas lire. Donc le fait d'avoir la radio, ça leur donne une information qui est une information accessible puisqu'elle est orale. Alors, la presse reste toujours première, le premier média d'information à cette époque, mais la radio va permettre d'avoir de nouveaux moyens. Alors, la première radio civile en France en 1922, donc en fait en 1922, on va avoir la diffusion à la radio sur des ondes en fait du premier disque. Donc on va être vraiment sur une diffusion de la radio civile, mais la diffusion de la radio comme véritable média d'information, ça va être à partir de 1925, puisqu'on va avoir le premier journal radio à cette époque. Voilà. Alors, la radio, à ses débuts, c'est pas un média de masse du tout, d'accord ? Le problème, c'est que les postes de radio, ils sont très chers, puisqu'avant, c'était du matériel militaire. Donc, très, très cher, très gros, d'accord ? C'était vraiment immense dans une maison, il fallait avoir de la place. Et ils sont taxés par le gouvernement. Donc, bon, globalement, c'est pas le média le plus accessible pour les classes populaires. Donc, je vous ai mis notamment une petite photo en fait d'un poste de radio en bois de 1934. Il faut que vous imaginiez que ça c'était un meuble en fait. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on posait sur un meuble, c'était un meuble. Donc voilà, il fallait avoir beaucoup de place et c'était fait quand même globalement avec des matériaux qui étaient assez nobles comme du bois, etc. En 1933, on compte environ en France 28 postes pour 1000 habitants, ce qui en fait quand même un média existant mais qui n'est pas très démocratisé. Et le problème, c'est que très rapidement, même si c'est très accessible à la radio, eh bien, le contrôle du gouvernement va être très intense sur les stations. Les stations radio qui vont devenir des stations d'État. Et les autres radios, qui sont des stations privées, vont quand même subir le contrôle de l'État. Donc, forcément, ce qu'on reprochait en entre-deux-guerres à la presse, ça va aussi se répercuter au final sur la radio. C'est surtout avec la guerre que les ondes elles deviennent un enjeu critique puisqu'elles permettent aussi à des contre-pouvoirs, à des contre-opinions de se révéler. Et c'est ce qu'on va voir notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où la radio va être un véritable vecteur d'influence. Comme la presse va être réquisitionnée et bien évidemment va être censurée, il va falloir trouver des moyens pour notamment les résistants de communiquer au niveau de la France. Et le radio va servir de média de communication et donc par conséquent d'information, en tout cas d'information qui n'est pas contrôlée par l'État, pour communiquer à cette époque. Donc ça va devenir très important et ça va être vecteur d'influence. Alors par exemple, le 17 juin 1940, c'est à la radio que les Français apprennent la demande d'armistice. Donc bon, ça c'est une info plutôt neutre entre guillemets, mais c'est le 18 juin que Charles de Gaulle va faire son appel à la résistance. Puis ensuite, lors du débarquement, c'est via la radio qu'on lancera le message qui permettra aux résistants de savoir que le débarquement va avoir lieu, et ainsi de suite. Donc ça devient un véritable média important pour contrebalancer tout simplement le contrôle de l'État sur la radio.
Après la libération, la radio, elle reste toujours importante, mais on va vouloir la contrôler, d'accord? On va vouloir absolument la contrôler et en fait la censurer tout simplement, ainsi que la télévision qui apparaît petit à petit. Donc on va créer ce qu'on appelle la radio-télévision française, RTF, qui est créée en 1949, puis ensuite qui va devenir l'ORTF en, en 1964. Donc c'est des organismes qui vont être chargés justement de contrôler ce qui peut être diffusé à la télévision ou via les ondes. Donc c'est clairement un organisme de censure et de contrôle. Alors d'un autre côté, d'accord, vous avez aussi la radio qui se démocratise en tant que moyen, en tant que média, puisque tout simplement l'appareil, l'émetteur, le récepteur plutôt radio devient quelque chose de beaucoup plus accessible, déjà en termes de place, mais aussi en termes de moyens, puisqu'on va avoir l'apparition des premiers transistors, donc ils sont beaucoup plus petits. Vous avez d'ailleurs ici une image d'un des premiers transistors en 1959 qui va permettre aux gens de tous avoir un poste de radio chez eux pour écouter les nouvelles. Pour contrecarrer justement cette offre de la radio qui va être une offre au final contrôlée par l'État, il va y avoir ce qu'on appelle les radios périphériques qui vont se développer. Donc les radios périphériques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des radios qui vont émettre sur des ondes longues, donc qui vont être entendues depuis la France, mais qui vont émettre d'un pays qui n'est pas la France, pour tout simplement contourner un petit peu la censure et le contrôle. Donc vous allez avoir plusieurs radios, comme la radio Luxembourg, donc qui émet au Luxembourg, vous avez Radio Andorre, qui émet à Andorre, Radio Monte-Carlo, qui émet à Monaco, excusez-moi, et Europe 1 qui va émettre en Allemagne. Et donc, ces radios, elles vont devenir très, très populaires, puisque justement, ça va être un ton qui ne va pas être un ton gouvernemental. Ils ne vont pas avoir à subir la censure du gouvernement. Et donc, ça va séduire les jeunes qui sont un peu en rupture avec ce gouvernement qui censure. Donc, c'est très intéressant. Il faut savoir que ces radios, aujourd'hui, elles existent encore, puisque Radio Luxembourg, c'est RTL, vous avez RMC pour Monte-Carlo, Europe 1, ça existe toujours, etc. Voilà, voilà. À ce moment-là, l'écoute de la radio, elle se généralise et il y a plus de 90% des foyers français qui possèdent un poste. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui possèdent un poste de radio, mais on peut capter la radio avec un téléphone portable, avec un ordinateur, etc. Donc, il y a quand même possibilité d'écouter la radio pour la plupart des Français. On a aussi à ce moment-là le développement de la télévision qui va occuper une part de plus en plus importante dans les foyers français à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez 1 million de postes dans 1958 et 10 ans plus tard 10 millions. Donc on voit une véritable augmentation et ça va devenir petit à petit le moyen préféré des Français pour obtenir de l'information. Bien que je vous rappelle qu'au début la télé elle est aussi comme radio soumise à la censure de l'ORTF. Ce n'est qu'à la fin des années 70 que vraiment plus de 90% des ménages sont équipés en télévision et où la télévision devient le média un petit peu favori. Le problème, c'est que la télévision, elle va avoir un fort pouvoir d'influence. Alors, je vous ai mis un petit exemple. Lors du référendum de 1962, qui est en fait un référendum sur le fait qu'on vote pour le président de la République au suffrage universel, ce qui n'était pas le cas avant, d'accord ? Il y a Jean-Jacques Sevrin-Schreiber, qui est le patron de l'Express, donc le journal, et qui va parler de télécratie, puisque lui, il pense en fait tout simplement que les Français, ils ont voté oui au suffrage universel, sous l'influence de la télévision, qui était aussi pour ce suffrage universel, contre l'opinion de la plupart des politiciens, de la presse, etc., qui eux étaient plutôt contre. Donc, on a vraiment l'impression à cette époque-là que, comme la télé a défendu un avis plutôt positif en faveur du suffrage universel, c'est ça qui explique le fait que les Français ont voté pour. Donc ça devient un vecteur d'information, mais aussi un vecteur d'influence très important. À partir des années 70, d'accord, on va avoir globalement, d'accord, une crise de la presse
parce que, en fait, tout simplement, le média télévisuel va être préféré pour l'information, d'accord? Puisque vous aviez pas que l'information, en fait, grâce à la télé. Vous aviez du divertissement, des reportages, tout ce que vous vouliez. Donc, au final, on va préférer ce média-là parce qu'il est plus divers que la presse. Ou en tout cas, les Français en ont l'impression. On a aussi une crise de la radio par rapport du coup à la télévision, toujours. Donc la presse connaît un déclin inexorable malgré le développement de nouveaux organes de presse comme Libération qui a été créé en 1973. Mais vous avez également la radio qui, comme la radio est encore gouvernementale, d'accord, ça va poser problème. Et pour contrecarrer ce déclin, on va avoir l'émergence de ce qu'on appelle les radios pirates. Donc en fait, c'est ça, on appelle ça des radios pirates, soit on appelle ça des radios libres. Et en fait, ce sont des radios qui vont émettre illégalement, donc sans l'accord de l'ORTF, et qui vont diffuser, par exemple, une certaine forme de musique. Donc à l'époque, c'est plus du rock, donc c'est une musique qui semble un petit peu contestataire, un peu décriée, etc. Vous allez avoir des rubriques différentes des radios un peu d'État, si vous voulez. Vous allez avoir des sujets plus divers, elles vont beaucoup plus attirer les jeunes. Et en général, ces radios pirates, elles vont défendre des idées politiques qui sont des idées globalement, comment dire, à l'opposé de l'État, hein, clairement. Et donc, ça va dynamiser un petit peu l'offre de la radio et ça va permettre à la radio de ne pas trop perdre, justement, d'auditeurs. Alors, je vous ai mis ici une petite affiche. Alors, c'était hyper intéressant parce que c'est une association qui s'appelle Allo. Donc, c'est l'association pour la libération des ondes, puisque justement, on voulait diversifier l'offre radiophonique, permettre à des opinions différentes de celui de l'État de se diffuser, etc. Mais que ça soit quand même des radios françaises, c'est-à-dire pas forcément Radio Luxembourg, etc. Et donc ils faisaient, par exemple, des meetings avec des affiches pour expliquer tout ça aux personnes et défendre un peu leur cause. Dans les années 80-90, c'est aussi l'époque de la renaissance du journalisme. Donc on va avoir un regain un peu de la presse. Et bien pourquoi ? Tout simplement parce que la presse, elle paraît quand même plus indépendante. Et vous allez avoir beaucoup de médias comme Le Monde, Le Canard Enchaîné, L'Express, Le Point, qui vont vraiment renaître, entre guillemets, en se basant sur ce qu'ils appellent un journalisme d'investigation. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que le journalisme d'investigation ? C'est un journalisme avec des journalistes qui vont mener des enquêtes un petit peu sur les scandales, par exemple, de l'État ou ce genre de choses, et qui vont les révéler au public via les journaux. Donc en fait, ça concurrence véritablement la télé, parce que la télé, je vous rappelle, est toujours plus ou moins contrôlée par l'État. Et là, on a vraiment des enquêtes qu'on va pouvoir mener de A à Z, contrairement à la télévision qui déjà ne sait pas mener ce type d'enquête, qui ne veut pas les mener par faute d'image, c'est-à-dire que le média journalistique permet quand même de raconter une enquête sans disposer forcément de preuves visuelles. La télé s'y prête très mal à l'époque. Et aussi, la télé a beaucoup plus peur du gouvernement, puisque la diffusion sur les ondes télévisuelles, clairement, se fait via l'accord du gouvernement. Donc voilà. Et donc notamment, une des premières enquêtes en fait qui a révélé un petit peu cette tendance du journalisme d'investigation, c'est l'enquête sur le Rainbow Warrior. Donc le Rainbow Warrior, c'était un bateau qui avait été réquisitionné par Greenpeace et qui était stationné en Nouvelle-Zélande, avec pour but en fait tout simplement de protester contre les essais nucléaires, puisqu'à l'époque la France faisait des essais nucléaires en Polynésie française, et donc Greenpeace voulait protester contre ces essais en Polynésie qui détruisaient la faune, la flore, etc. Et du coup ils vont réquisitionner un bateau, et le bateau va exploser, et dans cette explosion il va y avoir la mort d'un journaliste, et
Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure de l'enquête qui est menée par Le Monde, et notamment par un journaliste que vous connaissez peut-être puisqu'il s'agit de Edoui Plenel. Donc Edoui Plenel, c'est le journaliste qui aujourd'hui est fondateur de Mediapart. Donc ça vous donne un peu une idée. Et donc ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un attentat qui avait été fait par les services, la DGSE, donc la Direction Générale des Renseignements extérieurs, parce que ça les embêtait d'avoir un peu des contestations sur leur essai nucléaire. Sachant qu'il était quand même tout de même pas prévu, d'accord, qu'il y ait quelqu'un sur ce bateau à ce moment-là. Donc le but n'était pas de tuer, d'accord, le but était de détruire le bateau. Alors c'est une enquête qui est très intéressante. Si ça vous intéresse un petit peu, journalisme d'investigation, je vous invite à faire des recherches dessus, puisque en fait, Edoui Plenel, il explique un petit peu, quand il témoigne un petit peu de son investigation, du fait que il a été trompé, que l'État a essayé de faire taire l'histoire. Enfin voilà, ça c'est intéressant, c'est vraiment les années 80 et ça permet de vous faire une idée sur à peu près comment la presse a réussi à renaître. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va faire un point actuel. Aujourd'hui, la majorité des consommateurs d'informations qui veulent se renseigner, être au courant de l'actualité, ils disposent déjà de plusieurs supports pour accéder à l'information. En tout cas, ils ont la capacité de l'avoir, puisque peu importe le support choisi, ça reste accessible au point de vue monétaire. C'est-à-dire que si vous avez Internet, maintenant l'Internet s'est démocratisé, même si vous verrez c'est pas aussi simple que ça, mais c'est démocratisé, donc vous pouvez avoir de plus en plus accès à Internet. De même, les journaux sont assez abordables en termes de prix, la télévision pareil, etc. Donc il y a vraiment l'information, c'est aussi démocratisé, si vous voulez, c'est plus quelque chose qui est que pour l'élite. Donc en moyenne, chaque Français détient 3 appareils connectés, donc peut avoir accès n'importe quand à la radio, à la presse en ligne, à la télévision. On reverra plus tard. Mais il reste quand même une personne sur 2 dans le monde sans accès Internet. Donc voilà, au niveau de la France, on est bien pourvu. On verra qu'au niveau planétaire, c'est moins le cas. Donc je vous ai mis quelques chiffres. Et un petit peu les transformations actuelles justement de ces médias de communication. Donc aujourd'hui, il y a 57% de la population mondiale qui est connectée à Internet. Ce chiffre, malheureusement, il marque d'importantes disparités, enfin il masque d'importantes disparités, puisqu'en Europe, il va y avoir 86% de la population qui va pouvoir avoir accès à Internet, contre seulement 35% en Afrique. Donc voilà, les médias utilisés vont peut-être pas être les mêmes en fonction de la région dans le monde dans laquelle vous vous trouvez. Les médias traditionnels, ils ont été obligés de s'adapter justement au fait que la plupart des jeunes ne lisent pas, on le verra, forcément la presse, etc., mais vont avoir accès à Internet. Donc comment on a modifié un petit peu ces médias ? Tout d'abord, on va avoir la presse d'information générale et politique qui va clairement être en perte de vitesse. Et donc souvent, ils ont doublé leur édition papier d'un site d'information en ligne. Donc pour donner un exemple, vous pouvez aller dans un kiosque acheter Le Monde ou vous pouvez aller sur le site du Monde pour accéder à une partie de l'information gratuitement et à l'autre avec un abonnement numérique. Donc ça montre bien que vraiment on a changé de mode de communication. Et d'un autre côté, il y a des sites carrément d'information qui vont se créer uniquement en ligne. D'accord ? Ça va être des sites uniquement en ligne qui ne vont pas avoir de tirage par papier. Donc vous en avez une bonne quantité, par exemple Mediapart, etc. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, la radio, elle souffre pas trop en fait de la démocratisation d'Internet. Déjà parce que la radio, c'est le moyen que vous avez entre guillemets dans votre voiture, donc vous pouvez écouter la radio et c'est souvent le matin, les gens qui partent au travail écoutent la radio dans leur véhicule, donc ça reste quand même une heure de grande écoute. Et ensuite, de toute manière, vous avez la radio qui s'est beaucoup
adapté en fait au numérique, puisque maintenant les émissions sont soit filmées en ligne, soit les sites des radios sont faits en sorte qu'on puisse écouter la radio directement sur les sites internet, ou qu'on puisse accéder à des informations, à des émissions, excusez-moi, après l'heure de diffusion avec un système de podcast. Donc ça c'est bien adapté, ça permet aux médias radio de perdurer et même de revenir durant ces dernières années où le média podcast a quand même globalement explosé. Il y a aussi des web radios qui émergent, donc ça ce sont des radios qui existent uniquement à l'image des sites d'information en ligne qui sont uniquement en ligne, donc vous avez des web radios qui existent uniquement en ligne. Et enfin, la télévision, longtemps ça a été, je vous ai dit, le média préféré des Français, le plus utilisé pour l'information, etc. Pareil, la télé, elle connaît de fortes transformations. Aujourd'hui, clairement, les jeunes, ils n'utilisent plus le média télévisuel pour l'information, mais on a voulu aussi, entre guillemets, renouveler l'offre télévisuelle, notamment en multipliant les nombres de chaînes qui sont accessibles par la télé, en fait, par différents canaux. Vous avez aussi les chaînes d'information en continu, telles BFM, CNews, etc., qui permettent n'importe quand dans la journée d'avoir des informations. Alors pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que les journaux d'information un petit peu traditionnel, c'est sur l'heure des repas, donc le midi ou le soir. Là, ça permet à une personne qui, par exemple, ne serait pas disponible à l'heure des repas, de pouvoir bénéficier d'une information télévisuelle n'importe quand. Et enfin, on a maintenant, bien évidemment, des services qui permettent de regarder la télé à la demande, en décalé ou via Internet. Vous pouvez par exemple penser à la télévision à la demande pour les films, ou même à Molotov, par exemple, qui vous permet d'enregistrer des émissions de télévision ou de regarder la télévision directement sur votre ordinateur avec un accès Internet. Donc on a vraiment une offre aujourd'hui qui a dû s'adapter, entre guillemets, aux médias qui étaient le plus utilisés. Mais on va voir, les médias, ils sont utilisés différemment en fonction des personnes, et on va pas avoir les mêmes entre guillemets, en fonction de l'âge, en fonction de là où on habite, les mêmes médias pour s'informer. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Mais tout d'abord, je vais vous montrer avec ce petit graphique que, en fait, on va avoir tendance, d'accord, à mélanger les médias. Alors parfois, pas tout le temps les mélanger, mais souvent les mélanger. Donc la question, c'est vers quelle source d'information vous tournez-vous le plus souvent pour approfondir certains sujets d'actualité nationale ou internationale. Donc vous avez quand même en grande majorité les journaux télévisés des chaînes généralistes, même si ça a tendance à baisser au cours du temps. De même pour les chaînes d'information en continu. Vous avez le média radiophonique qui baisse très peu, mais vous avez aussi d'autres médias qui augmentent, comme les sites internet ou applications mobiles de la presse écrite, qui gagnent un petit peu du terrain, ainsi que les réseaux sociaux. Donc, globalement, d'accord, on voit que, il y a différents types de médias qui sont employés, mais vous allez voir que parfois, le fait qu'on diffère de support et qu'on diffère de médias, ça va pas forcément modifier l'information qu'on va recevoir. Voilà. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Demain, on verra du coup le grand 2 des pratiques diversifiées selon les groupes sociaux et les territoires. Donc je vous invite à prendre votre manuel page 280-281 et à faire les questions 1, 2, 3 pour préparer notre cours de demain. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite une très bonne journée.